Notre métier consiste à permettre à nos clients de se développer en allant capter leur marché sur le web grâce à une approche stratégique sur les cibles, sur les concurrents et sur la mise en œuvre des bonnes solutions techniques et technologiques. Eh bien, parce que il y a des années de ça, j'ai découvert que en matière de communication, on pouvait prendre la main grâce au web et on pouvait, avec un peu d'intelligence, avec un petit peu de patience, porter n'importe quel type de message auprès de n'importe quelle cible, et ce, quels que soient ses moyens financiers. Et ça n'avait jamais été permis jusqu'à présent, et le web m'a offert ça, et m'a permis notamment, grâce au référencement naturel, de créer dans un premier temps mon emploi, et puis de créer d'autres emplois qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai fait un bon choix. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ce métier, c'est pas un métier, c'est beaucoup de métiers. Donc, c'est d'explorer dans un premier temps les différentes matières, que ce soit SEO, UX, designer, développeur, qualiticien, concepteur de contenu, rédacteur web. C'est d'explorer tous ces métiers et de définir quels sont ceux, en exerçant un minimum, pour lesquels on a le plus d'appétence. Et ensuite, de trouver entre guillemets, des gourous de chaque thématique dans lesquelles on veut se développer. Et puis d'aller voir les vidéos qu'ils ont produites sur leur chaîne YouTube, de regarder leur blog et de s'inspirer, d'apprendre en fin de compte de ces personnes-là et puis ensuite de mettre en pratique. La seule solution aujourd'hui sur cette matière qui est assez restante, finalement, c'est d'aller chercher les pionniers, de regarder ce qu'ils ont fait, d'acquérir leurs connaissances, leurs compétences et d'expérimenter pour cumuler de nouvelles. Eh bien, bonjour et tout d'abord, merci de participer à cette présentation de mon métier. Alors, l'idée, c'est vous transmettre le fait que, alors déjà, c'est pas une présentation exclusive de l'expertise de Stéphane Gracier, mais de l'expertise de Gracier & Co. Parce que derrière le métier de référenceur, il se cache en réalité bien d'autres disciplines et on va regarder ça. Alors, j'ai fait le choix d'une conférence sur la qualité web plutôt que de parler de SEO pur et dur, parce qu'il faut se saisir, en fin de compte, du fonctionnement et de la logique et de la philosophie du référencement pour arriver par la suite à explorer les matières qui vont être les plus en adéquation avec ses aspirations, avec ses compétences, ses envies, pour pouvoir ensuite progresser sur le sujet. On va parler de qualité web parce que le web d'aujourd'hui n'est pas le web d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il fallait avoir un site, on ne savait pas très bien pourquoi, c'était pour se différencier, il fallait faire un effet waouh pour marquer la différence. Aujourd'hui, le web, c'est très largement professionnalisé, c'est même judiciarisé. On a tous entendu parler du fameux RGPD. Il y a aussi les notions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il y a des obligations pour certaines structures et administrations. Donc, on n'est plus au démarrage du web, on est encore dans le bac à sable, c'est-à-dire qu'on est en expérimentation perpétuelle. Malgré cela, il y a un cadre qui est en train d'être organisé, qui se met en place, et il est très important d'avoir conscience de tout ça pour s'inscrire dans la transformation numérique, pour être capable de faire les choses correctement et d'obtenir la visibilité, la notoriété et éventuellement les parts de marché qui découleront de la bonne approche. Alors, c'est une conf que j'ai faite en 2019 auprès de 3 licences à l'Université de La Rochelle, licence UX Design. Donc, c'est les personnes qui créent les parcours utilisateurs sur les sites web, grosso modo. Licence Dev, donc c'est les gens qui font le développement, qui produisent le code. Et le Masertic, c'est la licence Web Marketing. J'ai fait cette conf auprès de ces 3 licences qui condensent bien plus que 3 métiers, en fin de compte, pour leur expliquer qu'ils devraient tous travailler main dans la main pour produire la bonne expérience chez l'utilisateur. Et c'est cette bonne expérience qui permettra l'interface, c'est-à-dire au site, là, en l'occurrence, de remplir son rôle et d'apporter le succès pour lequel il a été créé. On va rentrer un peu dans le détail. Alors, comment je fais pour…
Alors, je vais aller très vite parce que c'est une conf qui dure 2 heures. Vous pourrez la retrouver, elle est entièrement filmée, elle est sur YouTube, sur le site de l'Université de La Rochelle. Là, l'idée, c'était de vous transmettre ce qui se cache derrière les attentes d'un utilisateur, pardon, et de bien avoir en tête que les moteurs de recherche, pour reparler de référencement, travaillent pour leurs clients. Les clients sont les utilisateurs. Donc, si on crée des expériences de qualité, eh bien, on répond aux attentes des utilisateurs et Google, je vous parlais de Google parce qu'il représente quand même 90% des parts de marché. Les autres moteurs de recherche ont la même philosophie. Ils sont là pour gagner des parts de marché et pour les conserver. Et donc, ils vont forcément privilégier les sites qui offrent aux utilisateurs ce qu'ils attendent. Et les utilisateurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est la qualité. Donc, on va parler de qualité et vous allez voir que derrière la qualité web, eh bien, se cachent bien des métiers du référencement. Alors là, je vais vite, on déroule direct. Normalement, tu peux me prêter une souris, Seb, s'il te plaît? Les slides ne fonctionnent pas bien. Normalement, comment dire, je fais un tour de table et j'essaye. Là, on peut le faire, ça peut être rigolo. Là, dites-nous dans le chat, là, chacun de vous, c'est quoi un site web de qualité? En quelques mots, là. Et on va voir que très rapidement, Anthony va pouvoir nous dire si tout le monde est d'accord sur le fait qu'un site de qualité, c'est ça ou c'est ça. Et là, on va voir que c'est très compliqué. C'est très subjectif. On reçoit des appels d'offres, on nous dit oui, on voudrait un site épuré, responsive et intuitif. Waouh! So what? Mais donc là, du coup, ça demande un peu plus d'expertise. Qu'est-ce que tu as comme réponse, Anthony? Les premières réponses, site web de qualité, contenu pertinent, joli à regarder, sa vitesse de chargement, un signe attrayant qui attire les gens. Pour l'instant, j'ai 3 réponses, donc allez-y, n'hésitez pas à compléter. Alors, joli à regarder, il faudra m'expliquer comment on le mesure. Hein. Contenu pertinent et facile d'utilisation. Voilà, des contenus pertinents, c'est vraiment très intéressant. Mais alors, comment est-ce qu'on détermine ce qui est un contenu est pertinent? En fonction de ton métier. En fonction de, oui, mais pertinent pour qui? C'est pas en fonction de ton. Ça peut être en fonction des usagers. Pensez à sa cible. Un site simple, un contenu intéressant qui répond aux besoins des lecteurs. Bon, du coup, maintenant, Stéphane, c'est quoi un site web de qualité? On va en parler. Parce que finalement, ça ne peut pas forcément se définir comme ça. On est d'accord, tout ce qui a été remonté là participe à ce qu'on estime être un site de qualité. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et il faut à partir de là être capable de formuler un cahier des charges. Et ça, alors voilà, on arrive. On arrive au modèle VPTCS qui a été établi par Delphine Malassigne et Élise Lohim et Eric Gâteau aussi. Donc, Élise Lohim qui défend en fin de compte la qualité web depuis de nombreuses années. C'est un monsieur qui vient de l'industrie et qui a eu la bonne idée de transposer en fin de compte des normes qualité de l'industrie dans le web pour essayer de faire en sorte que le web fonctionne correctement. Et pour arriver à comprendre ce qu'est la qualité web, eh bien, ils ont proposé ce modèle, la VPTCS, qui parle beaucoup et qui est très simple à comprendre quand il est expliqué correctement. Tout le monde sait ce que c'est l'UX et l'UI, ou qui ne sait pas ce que c'est là? On va pouvoir. Tu as des réponses, Anto? Ouais, la première réponse, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, ça vaut le coup d'expliquer alors. Ce qu'on appelle l'UI, pardon, c'est pour User Interface. C'est l'interface d'utilisation, c'est l'outil. L'UX pour User Experiences, c'est l'expérience de l'utilisateur. Et là, on voit bien que l'expérience de l'utilisateur, elle commence bien avant qu'il utilise l'outil. Et elle se termine bien après. Pour arriver à matérialiser un peu le truc, j'ai une porte et je veux sortir de la pièce. Là, je suis dans une pièce, j'ai envie de sortir. Donc, je vais être l'utilisateur de la porte qui va me permettre de sortir. Eh bien, pour sortir, il faut déjà que j'arrive à identifier la porte. Si je ne la vois pas, la porte, je ne pourrai pas sortir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité. Donc mon expérience, elle commence au moment où je cherche la porte. Est-ce que je la trouve? Bon, l'architecte a fait en sorte de positionner la porte de manière à ce que je la vois. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, je vais l'utiliser, la porte. Je vais l'ouvrir. Et là, mon expérience va commencer directement sur l'interface d'utilisation. Donc, est-ce que la poignée fonctionne correctement?
Alors, avant qu'elle fonctionne correctement, on va se poser la question, est-ce que j'ai trouvé la poignée? J'ai trouvé la poignée. C'est cool parce qu'il y a eu un graphiste qui m'a peint la poignée d'une couleur différente de la couleur de la porte. Comme ça, j'ai pu voir où la poignée était faite. Donc, j'ai trouvé la porte. 2, j'ai trouvé la poignée. Et 3, elle fonctionne correctement, la poignée. Elle me permet d'ouvrir la porte, de sortir et de refermer la porte, et la porte se ferme correctement. Donc, techniquement, elle fonctionne. En plus, il y avait une bonne indication, là, il y avait marqué dessus ce que j'avais le droit de faire et qu'il ne fallait pas que j'oublie de la fermer. Et là, je pars. Et je vais me souvenir que j'avais passé un bon moment dans ce rendez-vous, dans cette entreprise. Je ne me rappellerai plus que la porte avait fonctionné. Mais par contre, si la porte n'avait pas fonctionné, mon expérience, elle se serait peut-être jamais terminée et je me serais surtout souvenu que l'entreprise était de mauvaise qualité parce que sa porte fonctionnait mal. Alors, c'est dommage, hein. Finalement, moi, je suis un utilisateur global de l'entreprise et je vais m'arrêter sur un détail technique parce que la porte a mal fonctionné. La qualité web, c'est un peu la même chose. Quand on vient chercher quelque chose sur le web, on a besoin qu'il soit trouvable. Et là, on touche au métier du référencement pur, hein, la visibilité. Donc, si on arrive à trouver correctement notre site, on va cliquer, on va se rendre dessus. Une fois qu'on est sur le site, là, on va parler de perception. Il faut que le site soit effectivement intuitif. Il ne faut pas qu'on ait besoin de m'expliquer que j'ai besoin de cliquer en haut à droite pour valider un formulaire, par exemple. Je vais m'attendre à ce que le site fonctionne correctement. Je ne veux pas d'erreur 404, du type désolé, la page que vous recherchiez n'existe pas, ou de virus. On a tous vu là dans les pages de résultats de Google, en référencement, on appelle ça les SERP, pour Search Engine Result Page. On a tous vu des sites avec du chinois, du japonais dans les résultats, des sites qui avaient été hackés. Donc, si 1, j'ai trouvé le site, si 2, je m'y sens bien, il est intuitif, etc., mais que derrière, je tombe sur un virus, c'est pas cool. De la même manière, si ma page, elle met trop longtemps à charger, c'est pas top non plus. On sait qu'une page qui met trop longtemps à charger, c'est des utilisateurs qui partent. Et c'est des transformations, des taux de transformation qui s'effondrent. Donc là, on touche encore à des métiers différents. On va y revenir. Bon, alors, j'ai trouvé le site, j'ai une bonne perception. Il fonctionne correctement et enfin, je viens y chercher des contenus de qualité, des contenus intelligibles, des contenus sémantiquement adaptés à ce que le moteur de recherche est capable de comprendre et des contenus qui, parfois, sont contraints par des règles juridiques. On a des activités réglementées, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc, quand on fait des contenus sur le web, on a intérêt à être un sacré acrobate linguistique. On va devoir faire face à des contraintes de sémantique, à des contraintes légales, et à des contraintes marketing. Encore une fois, il faut que les contenus soient intelligibles et sexy, sinon ça ne transforme pas. Et enfin, quand j'ai trouvé le site, je m'y sens bien, il fonctionne, les contenus sont de qualité, là, je vais enfin pouvoir commander mes services ou mes produits. En réalité, on est un peu tous pareils. Ce qui nous intéresse, c'est de passer de « je cherche » à « ça arrive dans ma boîte aux lettres ». Ce qui se passe au milieu, le P, le T et le C, ça, c'est le boulot des professionnels du web. Finalement, l'usager, il s'en moque un petit peu. L'objectif, c'est que ce qui est au milieu, là, ça s'efface pour pouvoir laisser place à l'expérience de l'usager. Et pour pouvoir s'effacer, il faut comprendre, en fin de compte, quelles sont les implications des différents métiers, à quel moment elles doivent s'inscrire, ces implications, et de quelle manière on va pouvoir vérifier qu'on n'a rien oublié. Et si on fait ça correctement, il se trouve que le moteur de recherche nous aime, parce qu'on l'aide, à être pertinent, c'est-à-dire à faire ressortir les bons contenus en face d'une requête d'un utilisateur, et à 2, fournir une bonne expérience à l'usager, donc aux clients des moteurs de recherche, qui vont renvoyer au moteur de recherche des signaux positifs, et là, la boucle est bouclée. 1, on référence, on positionne les pages pour répondre à des attentes des utilisateurs, et 2, on confirme qu'on répond à leurs attentes grâce à une expérience réussie. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de SEO sans parler d'UX design. On parle d'ailleurs de SXO, pour Search Experiences Optimization, c'est-à-dire on optimise l'expérience de l'ensemble des utilisateurs du site, du moteur de recherche, puis de l'utilisateur. Et si on fait l'un et qu'on ne fait pas l'autre, on se fait éclater, et vice-versa. Donc voilà, les humains, les robots. Là, je passe très vite, c'est pour les confs, mais en réalité, on en parlait tout à l'heure, Anthony, les boîtes recrutent des stagiaires et des contrats pro en leur demandant de maîtriser tous ces métiers qui deviennent Merci. Plus vastes. Pardon ? Il y avait une question ?
Non, je pense que quelqu'un a oublié de couper son micro. J'interviens. Les matières sont devenues plus vastes que la cuisine ou que la musique. On ne peut pas demander à un gamin qui sort de l'école, qui a appris la cuisine française, à maîtriser toutes les cuisines du monde. Ce n'est pas possible. On peut le former. Voilà. Ce n'est pas parce que les jeunes sortent sur des générations web natives qu'elles maîtrisent le web. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont des appétences, c'est sûr, mais ils ont besoin d'apprendre. Alors voilà, je reviens sur ce petit schéma là. Pour la partie visibilité, pour faire du référencement naturel, il faut connaître effectivement le SEO, Search Engine Optimization. C'est la même chose que le référencement naturel. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a plusieurs formes de référencement. Il y a le référencement dit naturel. On optimise le site pour le moteur de recherche qui va nous permettre de faire venir des internautes sur nos sites. Ensuite, il y a le SEA pour Search Advantaging, le SEA, Search Engine Advantaging. Enfin, j'ai un accent à couper le couteau, mais c'est le référencement payant. Donc, ça va être l'achat d'espaces publicitaires, ça va être l'achat de mots-clés dans Google AdWords, l'achat de publicité sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, il y a le référencement social. C'était le plus prometteur. Ça ne marche pas aussi bien que ça, finalement, mais là, c'est l'être humain qui relaie l'information. C'est les plateformes sociales. Là, on va se concentrer sur le SEO, sur le référencement naturel. Donc, pour faire aujourd'hui de la qualité web et procurer une bonne expérience à l'usager avant, pendant et après sa visite, il faut faire du référencement. Et pour faire du référencement, comme on le disait, on a besoin de faire du positionnement. Le positionnement, c'est la marque. Le positionnement, c'est le, comment on appelle ça, la vision, les valeurs, la mission, etc. Donc, on touche à la gouvernance directement. C'est de la stratégie pure et dure. On va toucher au web marketing, on va toucher à des éléments de communication. Donc, on a déjà beaucoup de métiers pour être capable de faire une stratégie de référencement. Je vais essayer d'accélérer là, mais on a beaucoup de métiers. Ensuite, quand on parle de perception, on a le métier d'UX designer. C'est un nouveau métier qu'on a abordé là, il y a quelques minutes. Et les graphistes, ce n'est pas du tout le même métier. Le graphiste, il va peindre la porte en blanc, il va peindre la poignée en gris pour qu'on différencie bien la poignée de la porte. L'UX designer, son métier, ça va être de positionner la poignée dans la porte à la bonne hauteur pour que le maximum de personnes puissent l'utiliser correctement. Ça va être de faire en sorte que la poignée ait la meilleure ergonomie. Donc, c'est vraiment des métiers. L'UX design, c'est l'ingénieur développement produit dans le monde de l'automobile. Ça n'existait pas dans le web. Et avec le responsive design, c'est-à-dire les designs adaptatifs, il y a eu beaucoup plus de contraintes et ces métiers se sont naturellement imposés. On va toucher, quand on parle à de la navigation, on va toucher effectivement, là on commence à toucher à de la sémantique technique, c'est-à-dire comment je crée des arborescences cohérentes avec des cocons sémantiques, avec des environnements sémantiques pertinents, sans dénaturer l'expérience de l'utilisateur. Donc là, on touche encore à beaucoup de métiers. Ensuite, quand on parle de technique, il y a la qualité du code. Il faut que le code soit de qualité pour que le site fonctionne correctement, mais il faut que l'hébergement soit de qualité aussi, c'est-à-dire si je prends un serveur de mauvaise qualité, je vais avoir un temps de chargement qui va augmenter et je vais décevoir les usagers. Mon temps de chargement, il ne vient pas forcément du fait que mon serveur n'est pas bon. Ça peut venir du serveur de résolution DNS qui transforme l'adresse IP en nom de domaine. Ça peut venir du fait que j'ai mal sécurisé mon site. Donc là, c'est du réseau pur. Donc, il y a plein de sujets. Et encore une fois, là, qui vient vérifier si ça marche ou pas en matière de performance? C'est le référenceur. C'est le référenceur. Chez nous, on met en place du monitoring sur les serveurs pour vérifier le comportement de l'ensemble des usagers et vérifier s'il y a une détérioration à un moment ou à un autre du service qui aurait un impact sur l'expérience de l'utilisateur, qui serait détecté par les moteurs de recherche et qui ferait chuter en référencement. Donc, le référenceur, il travaille sur la visibilité parce que c'est son métier originel. Il travaille sur le UX design parce que si l'expérience est mauvaise, le référencement chute. Il travaille sur la technique parce que si le site est de mauvaise qualité, ça ne marche pas non plus. Mais il va aussi, le référenceur, échanger avec les contributeurs. Les contributeurs sont ceux qui mettent les contenus dans le site. On a beau faire un site de super qualité, si le contributeur il met une image à 3 gigas, le site ne chargera pas. On a beau avoir une bécane de course, ça ne marchera pas. Et ensuite, alors W3C, c'est les normes de qualité, d'interopérabilité, etc. Ensuite, on parlait des contenus. Il y a un métier de rédaction. On peut y avoir de la traduction, on peut y avoir de la stratégie éditoriale. Et il y a intérêt à ce qu'il y ait du storytelling, de la stratégie éditoriale, etc. Et il y a aussi, là, c'est pas rajouté dans la partie qualité web parce que la qualité ne va pas jusque-là dans le référencement.
Elle aborde le référencement sur une… là, je vous parle vraiment de choses très basiques en matière de référencement. Lorsqu'on fait des contenus, on ne peut pas rédiger les contenus avec n'importe quel mot. Il faut qu'on choisisse les mots d'une manière très précise pour que le moteur de recherche ait bien la certitude que les contenus qu'on lui propose sont pertinents par rapport à une requête, par rapport à un besoin informationnel exprimé par un usager. Et ça demande une grosse expertise aussi, les contenus sémantiques. Ensuite, les services, en général, c'est plutôt le boulot du client, de nos clients, c'est-à-dire du propriétaire du site. Mais là, on voit qu'on peut aussi interagir parce que notre rôle chez Gracian Co, nous, c'est de créer, de faire venir des gens qualifiés pour les faire agir. C'est de faire venir des clients pour les faire transformer. C'est de faire venir des lecteurs pour les faire adhérer à quelque chose. Une fois qu'on a fait ça sur le site, eh bien, la transformation, elle, n'est pas forcément entièrement réalisée sur le site. Elle peut être réalisée sur des outils tiers de type CRM, de type intranet, etc., etc. Et là, la suite logique, c'est la fidélité. Une fois qu'on a capté du monde, qu'on les a transformés, il faut regarder comment ils fonctionnent, il faut essayer d'améliorer le service pour améliorer la fidélité. Et on va jusque-là. Et finalement, le référencement, si vous voulez, il est un peu partout parce que quand on fait bien la fidélité, qu'est-ce qui se passe? On obtient des témoignages de qualité. Et sur la base des témoignages de qualité, on est capable de faire des cas clients de qualité. Et quand les cas clients sont référencés sur Internet, ils obtiennent un taux d'adhésion bien plus fort des usagers, des prospects qui arrivent à s'identifier. Donc, il faut avoir une approche un peu systémique quand on fait du SEO. Alors, je passe cette partie-là, mais là, pour info, là, nous, on est tous concernés. Louvois, c'était le logiciel de paye de l'armée. Il a coûté aux contribuables entre 150 et 200 millions d'euros de dette technique, c'est-à-dire un cahier des charges qui n'était pas bien structuré et derrière des développements qui ne correspondaient pas aux attentes des usagers. Et derrière, ça nous a coûté 150 à 200 millions d'euros. Et je ne raconte pas, je ne sais pas ce que ça a coûté à l'armée en matière de RH pour les soldats qui ne recevaient pas leur paye en temps et en heure. Alors, je passe ça. Voilà, on dit que le web, c'est facile. Là, je vous ai donné un tout petit aperçu des nombreux métiers qu'il faut maîtriser pour être capable de faire du référencement correctement. Voilà, notre métier, Gracian Co, c'est l'acquisition et la transformation de trafic qualifié sur le web et la fidélisation. J'ai oublié de mettre la fidélisation. On est 8 aujourd'hui et on est 6 certifiés Opquast. Il n'y a que on est 8, hein, il y a que notre contrat pro là, qui est en cours de certification et Eugénie qui est assistante de direction qui n'est pas certifiée, mais elle n'a pas vocation à être certifiée. Moi, je suis en relation avec les laboratoires de recherche et de développement et qui on a des relations très serrées pour être capable de faire ce qu'il faut au bon moment, avant qu'il soit trop tard. Graciane gère la prod, elle est SO aussi. Justine, elle fait du développement full stack, c'est grosso modo, c'est polyglotte du code. Elle parle beaucoup de langages pour être capable de prendre la main sur les projets de nos clients en fonction de leurs choix technologiques initiaux. Marine, UX designer, pardon, et Alice qui est en contrat pro qui vient la renforcer sur ces sujets-là. Et Rémi, donc, qui est chef de projet SEO. Alors, Rémi, il est plutôt SEO technique, pardon, avec Graciane. Et Marine et Alice sont plutôt SEO, mais orientés sémantiques. C'est-à-dire, Rémi va plus s'occuper de faire en sorte que le véhicule, c'est-à-dire le site web, puisse passer le contrôle technique des moteurs de recherche pour emprunter les autoroutes de Google. Marine, elle va plus être en charge de créer la carrosserie et ensuite le carburant qu'on va mettre dans le véhicule. Et l'ensemble de l'équipe crée les cartes, c'est-à-dire la stratégie. Parce que la stratégie, elle doit être à mi-chemin entre l'expérience utilisateur et le SEO. Alors, quand on parle de qualité, vous voyez là, tout le monde voit la différence. Il n'y a pas de surprise. Là, ici, je vais vous faire gagner du temps. Il n'y a aucune différence de prime abord entre les deux formulaires. C'est le problème qu'on a dans le web. Et c'est que les choses essentielles ne se voient pas forcément. Alors, voilà ce qui se cache derrière dans le cahier des charges. Formulaire 1, le cahier des charges disait quand on clique sur envoyer, ça envoie le formulaire. Sur le cahier des charges
Numéro 2, le formulaire. Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception. Là, c'est tout bête, mais chômage technique, premier confinement. Il y a le site du ministère du Travail là, qui propose aux entreprises de déclarer le chômage technique. Là, on va sur le site, on remplit le formulaire et on n'a aucun message de confirmation et on ne reçoit aucun mail de confirmation. Résultat, les chefs d'entreprise étaient tous en panique et ils ont engorgé le service client du ministère pour savoir si leur demande a été prise en compte ou pas. L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire. Voilà, je vais passer très vite sur ce sujet-là, mais on a, pour chaque étape de conception d'un site web, on a une checklist avec un référentiel qui nous permet de nous assurer qu'on n'a pas oublié des éléments essentiels pour l'expérience de l'utilisateur et pour le taux de transformation. Et tout ça a un impact direct sur le référencement. Bon, je passe, tiens, oui, pour info, là, vous avez la checklist qui est en open source et qui est accessible sur le web, qui s'appelle Opquast. Vous pouvez aller la récupérer et vous former en live. Et ensuite, ils ont une très, très bonne formation aussi. Alors, je vais vous présenter en accéléré les étapes pour produire un site web référencé correctement. Alors, la première étape, c'est toujours de discuter, d'échanger, d'établir une sorte de premier contrat moral pour savoir ce qui se cache et quelle est l'ambition de refonte ou de construction du site web. Ensuite, on fait une étude sectorielle. Là, on parle d'intelligence économique pour pouvoir produire une stratégie. Et une fois qu'on a produit une stratégie, on est capable de faire ce qu'on appelle des spécifications techniques et fonctionnelles. Les spécifications techniques et fonctionnelles, c'est là où on fait sa liste de courses. Et quand on fait sa liste de courses, on commence à pouvoir faire un budget. Tant qu'on n'a pas fait sa liste de courses, on ne peut pas faire de budget. C'est un petit peu dommage d'aller au supermarché sans liste de courses. En général, on fait des allers-retours. Et si on a fait sa liste, mais qu'on ne s'est pas intéressé à qui on avait à table, on risque de ramener des saucisses et d'avoir un juif, un musulman et un vegan. Et alors là, ça fait mal. Putain, j'ai eu un petit trait de... Et c'est tout l'objet de cette stratégie. Donc, je vais passer sur les différentes étapes ensuite. Je ne vais pas aller dans les différentes étapes qui consistent à produire un site parce on va rester vraiment sur la partie référencement. Alors, il faut toujours être d'accord sur qui on est, ce qu'on fait. On parlait de positionnement tout à l'heure. C'est important de savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on pousse la porte de notre entreprise et quel est notre rôle, quoi. Donc, moi, pour faire du référencement, j'ai besoin de ça. Si je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous emmenez. Ensuite, alors c'est là un exemple fictif d'un site e-commerce, de refonte d'un site e-commerce de produits bio. Ensuite, on se met d'accord sur les produits commercialisés, on se met d'accord sur les marques, on se met d'accord sur les systèmes, sur les services, livraison, etc. La zone de chalandise actuelle et celle vers laquelle on voudrait aller. On fait un petit SWOT, c'est-à-dire quels sont les atouts et les faiblesses et quelles sont les opportunités et les menaces du marché. Ensuite, on se met d'accord sur les objectifs à court et moyen long terme de la refonte. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu ? Pardon. Les objectifs court, moyen, long terme. Hop. Et ensuite, on va creuser sur les cibles. Alors là, je passe très, très vite. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personas. Les personas, c'est des clichés d'utilisateurs sur lesquels on a réussi à réunir suffisamment de caractéristiques communes pour faire des clichés. Donc, on construit des personas en analysant les bases de données quand il y a de l'existant, en interviewant directement nos clients et en réalisant des interviews auprès de cohortes d'utilisateurs. Une fois qu'on a suffisamment de caractéristiques communes sur un persona, on peut commencer à faire un scénario. On sait ce que cette personne attend. Alors, c'est une personne typique, mais on sait ce qu'elle attend. On sait aussi quel type de mots-clés elle va taper. Et on peut commencer à faire des scénarios d'acquisition. C'est très important de faire ça. On s'est occupé à l'époque, je me rappelle, d'Autisme Info Service. Et parmi les personas, il y avait les médecins. C'est un site d'information pour les personnes touchées par le spectre autistique. Et donc, il y avait les médecins, il y avait les mamans, il y avait les instituteurs, il y avait plein de cibles. Et en interviewant les médecins, on s'est aperçu qu'ils étaient extrêmement réfractaires sur le web. Ils n'aimaient pas faire des recherches sur les moteurs de recherche. Ils ont leurs sources maîtrisées, etc. Parce qu'ils ont tous été plus ou moins échaudés par des patients qui venaient les voir en leur parlant de Doctissimo, grosso modo, en prenant un raccourci.
Donc, en faisant ces personas et en faisant nos interviews, on s'est aperçu que pour faire venir les médecins sur le site web d'Autisme Info Service, eh bien, il fallait faire des achats d'espaces publicitaires dans des revues papier et faire des pubs du site dans des revues papier. Si on ne fait pas ce travail-là, on va forcément préempter en fin de compte de ce qu'attendent les usagers. Voilà. Ensuite, on fait une carte d'empathie pour arriver surtout à faire comprendre à nos clients que ce qu'ils pensaient que leurs clients attendaient n'est pas du tout ce qu'ils attendaient en réalité, quoi. Et on est tous, c'est des biais cognitifs, hein, on aime tous se confirmer, et là, ça permet vraiment d'avoir un effet miroir sur la vision qu'on avait et de sortir de cette limite pour vraiment donner à nos usagers ce qu'ils attendent. Hein, le meilleur moyen de transformer, c'est pas de donner aux gens ce qu'on aurait aimé qu'on nous donne, mais de leur donner ce qu'ils attendent, quoi. Et là, on peut commencer à faire un scénario. Claire, elle était déçue, elle a fait une requête magasin bio en ligne, elle est arrivée sur la page d'accueil, elle a exploré, et puis elle a commencé à faire une commande, et là, on a pu la rentrer dans la newsletter, etc. etc. Une fois qu'on a nos personas, on sait les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Et une fois qu'on connaît les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, eh bien, on peut trouver les concurrents qui se sont mis sur leur chemin. Et là, on va faire un benchmark concurrentiel. On va regarder quelle est la puissance du concurrent. On va regarder plein d'éléments pour être capable de définir si on l'attaque en frontal ou si on le contourne. Parce que ça peut faire mal d'attaquer un site en frontal. Là, en l'occurrence, on voit que ce concurrent-là qui est réel, hein, il a un site qui fait 30 500 pages. Donc, si je me lance avec un site de 50 pages, ça va être compliqué d'occuper de l'espace. S'il me voit venir, il risque de me faire mal, quoi, et ça risque de ne pas lui plaire. Je vois qu'il existe depuis 2008, qu'il a été refondu plusieurs fois. Je vois qu'il est très populaire, ce site. Il a un gros patrimoine. Donc, je ne vais peut-être pas l'attaquer en frontal. Ensuite, je vais aller regarder quels sont les mots-clés sur lesquels il est positionné. Quelles sont les pages qui sont positionnées, quel est le trafic qu'il arrive à capter, s'il dépense de l'argent ou pas dans l'achat d'espaces publicitaires. Je vais regarder son positionnement, je vais regarder les catégories de produits qui le différencient, je vais regarder sa présence et sa réputation, notamment sur les plateformes sociales. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à faire ma stratégie. Alors, là, vous voyez ce qu'on appelle une stratégie de mots-clés. Pour chaque typologie d'utilisateur, je suis allé chercher avec différents outils les mots-clés qui correspondent en fin de compte aux attentes des usagers. Alors, j'ai des mots-clés plutôt transactionnels du type pain vegan 250 grammes. Là, il faut faire arriver mon usager sur une page produit d'un pain vegan 250 grammes. Comme je peux avoir des requêtes plutôt informationnelles, donc là, ce n'est pas des gens qui sont mûrs pour acheter, mais ils ont besoin d'infos. C'est là où on va faire ce qu'on appelle l'inbound marketing. Une requête de type informationnel, c'est quel type de crème faut-il se mettre pour ne pas avoir de coup de soleil et sans produits animaux, quoi. Enfin, un truc comme ça, un truc de vegan. Là. Bon, ces gens-là, on va les faire arriver directement sur la partie bien-être, qui est une sorte de blog dans lesquels on aura travaillé l'expérience utilisateur avec beaucoup de soucis sur la transformation, parce que cet usager, il va être super content qu'on lui ait livré une information de qualité. Il va cheminer, il va réfléchir, il va mûrir, et au moment où il va être prêt à acheter, il va faire sa requête transactionnelle, et là, il ne va peut-être pas arriver sur la même page, il ne va peut-être pas arriver sur notre site. Et on aura gaspillé du temps, on aura gaspillé la chance qu'on avait de créer le lien avec cette personne. A contrario, si sur ces pages de blog, on crée une expérience ultra qualitative, et qu'on incite l'usager à créer le lien, à laisser ses coordonnées, on va pouvoir l'alimenter jusqu'au jour où il va être mûr et il va transformer sa requête en transactionnel, il va vouloir acheter. Et là, on va lui envoyer des promos, des offres, des sites, etc. Et il va transformer et on aura gardé le lien. Donc, tout l'enjeu, en fin de compte, ça va être de créer, à partir de ces listes de mots-clés, là, qui sont rangées dans des environnements sémantiques cohérents, ça va être de créer une expérience utilisateur de qualité. Là, si je publiais un site comme ça, je serais très bien référencé parce que le moteur de recherche, il adore les environnements sémantiques ultra précis, etc. Sauf que là, l'usager, il devrait faire 15 clics pour arriver à la bonne page. Il renverrait des signaux négatifs et au final, je serais déréférencé. Donc, la prochaine étape, à partir de la stratégie de mots-clés, c'est d'organiser tous ces mots-clés dans un plan de site. Dans un plan de site, on répartit nos mots-clés dans des catégories de produits
avec des pages produits, donc du transactionnel, et dans une partie nos conseils, plutôt blog, dans laquelle on ne va pas avoir de transactions, mais on va avoir en fin de compte de la rétention. On va faire ce qu'on appelle de la rétention. On va faire en sorte de créer le lien avec l'usager pour qu'il nous laisse ses coordonnées, qu'on puisse l'alimenter jusqu'au jour où il pourra basculer dans la partie transactionnelle. Bon, c'est un exemple de stratégie. Hein. Il y a beaucoup plus de stratégies différentes à mettre en œuvre. Quand on arrive à ce stade-là, en fin de compte, eh bien, on connaît les modèles de page, on connaît les composants d'interface, c'est-à-dire les fonctionnalités qu'on va mettre sur les différents modèles de page pour créer la bonne expérience. Et à partir de là, on est capable de définir un budget. Le problème, dans le monde dans lequel on vit, et c'est comme ça, hein, et c'est en train de changer. Enfin, en tout cas, nous, les clients qui nous ont fait confiance ne le regrettent pas aujourd'hui, c'est que on ne commence pas et on ne fait pas de devis à l'étape conseil. C'est ce qui se fait partout. Quand un appel d'offres est réalisé, eh bien, l'expression de besoin dans l'appel d'offres, il s'est limité à des échanges que les donneurs d'ordre ont eus en matière de conseil avec des commerciaux. Ils ont récupéré des cahiers des charges à droite, à gauche, ils ont consolidé tout ça, ils ont balancé ça. Sauf que ça ne colle pas du tout aux besoins. Et comme ça ne colle pas aux besoins, mais que les agences, les SS2I, etc. veulent gagner le projet, et ils ont raison, ils savent que la seule manière de gagner le projet, c'est de répondre à l'appel d'offres. Ils répondent à l'appel d'offres, ils font le projet, et à la fin du projet, quand il est livré, comme il ne correspond pas, ils disent attendez, vous nous avez demandé ça, on vous a livré ce que vous nous avez demandé. Maintenant, on va vous proposer des avenants, c'est-à-dire des contrats supplémentaires pour corriger. Le problème, c'est que quand le besoin il est si mal formulé en amont, que le produit livré à la fin ne colle pas du tout aux besoins, on traîne ce qu'on appelle des dettes techniques, et ces dettes techniques, quand elles sont trop importantes, il n'est pas possible de les corriger. Résultat, le projet ne fonctionne pas. Bon, voilà pourquoi je voulais vous parler de qualité web, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de référencement si on ne parle pas de qualité.